Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo qui va traiter des transferts thermiques. Après avoir décrit brièvement comment on peut se représenter la matière à l'échelle microscopique, on étudiera les transferts thermiques et notamment ce qu'ils occasionnent en termes de variation de température ou alors de changement d'état dans un système. Vous savez tous que la matière peut se trouver sous 3 états physiques différents, solide, liquide ou gazeux, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui est de caractériser ces états. Vous pourrez remarquer qu'à travers l'espacement des molécules d'eau qui sont représentées ici, l'état solide et liquide correspond à un état condensé où les particules sont très rapprochées, quasiment en contact, alors que dans un gaz, elles sont dispersées, c'est-à-dire qu'elles sont très éloignées les unes des autres par rapport à leur taille. Mais il y a aussi une différence en termes d'arrangement. Dans l'état solide, les molécules sont dans un rangement régulier, alors que dans l'état liquide ou gazeux, le rangement est complètement irrégulier, voire même aléatoire. Enfin, quant au mouvement, il semblerait que, à l'état solide, les molécules sont immobiles, mais en fait elles vibrent autour d'une même position d'équilibre, alors que dans l'état liquide ou gazeux, elles sont mobiles. Lorsque l'eau est à l'état gazeux, les molécules sont très éloignées les unes des autres, et sont donc indépendantes. Mais dans l'état condensé, solide ou liquide, les molécules sont reliées par des liaisons hydrogènes. Il faut fournir de l'énergie au solide pour casser ces liaisons hydrogènes et permettre aux molécules de bouger les unes par rapport aux autres, même si elles sont en contact. C'est la fusion. C'est le même raisonnement lorsque l'on veut évaporer un liquide. On casse les liaisons hydrogènes de façon à ce que les molécules puissent quitter le contact qu'elles forment entre elles. Vous savez tous que la température de changement d'état est une caractéristique d'une espèce chimique pure. Dans le cas de l'eau, par exemple, la température de fusion est égale à 0 degré Celsius. Lorsqu'un glaçon fond, dans les conditions de laboratoire, on est dans la situation où il y a un mélange de solide et de liquide. Et tant qu'il existe ce mélange, à ce moment-là, la température ne varie pas. On est dans le palier de changement d'état. Ce n'est qu'à partir de l'instant où il n'y aura plus de glace que la température va pouvoir commencer à augmenter. Il s'agira à ce moment-là de l'état liquide qui va pouvoir se réchauffer. Que se passe-t-il d'un point de vue énergétique pour le glaçon? Bien sûr, lorsque la lampe le chauffe, il va gagner de l'énergie. Cette énergie va lui permettre de passer de l'état solide à l'état liquide tout en restant à la température de 0 degré Celsius. Il se comporte donc comme un réservoir, un conteneur d'énergie qui se remplit au fur et à mesure que de l'énergie lui est apportée. Cette énergie va pouvoir se calculer par la relation Q est égal à M fois LF, où l'on remarque que plus il y a de matière à changer d'état et plus il va falloir fournir d'énergie. C'est le paramètre N qui va jouer son rôle ici, et la nature de la substance va également influencer la quantité d'énergie qu'il va falloir fournir. On utilisera donc cette relation uniquement dans le cadre d'un changement d'état pour déterminer la quantité d'énergie que la matière va utiliser pour se transformer physiquement. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque l'échange énergétique provoque seulement une variation de température. Prenons le cas d'un caillou chaud que l'on va plonger dans de l'eau froide. Tout d'abord, à l'échelle microscopique, la différence va résider sur l'agitation des particules qui constituent la matière. Dans le caillou chaud, les particules sont agitées avec une vitesse plus importante que dans l'eau froide. Au niveau énergétique, le caillou va se comporter comme un réservoir d'énergie qui sera plus rempli que l'eau froide, bien sûr à masse égale. Alors si l'on étudie maintenant le moment où le caillou rentre en contact avec l'eau, on se rend compte que le caillou va fournir de l'énergie à l'eau jusqu'à ce que la température du caillou et de l'eau arrive à la même valeur. On parle à ce moment-là d'équilibre thermique.
Lorsque le caillou et l'eau ont la même température, leur agitation à l'échelle microscopique est la même, et donc il n'y a plus la possibilité, ni pour le caillou ni pour l'eau, de fournir de l'énergie à l'autre. Que s'est-il passé au niveau énergétique? Le caillou a perdu de l'énergie puisqu'il s'est refroidi, et l'eau a gagné de l'énergie puisqu'elle s'est réchauffée. Dans le cas de cette variation de température, autant pour le caillou que pour l'eau, on va pouvoir calculer la quantité d'énergie qui a été échangée. La relation qui est donnée, mc/Tf-Ti, permet de déterminer, si l'on connaît la masse et la nature du corps étudié, ainsi que les températures initiales et finales, on peut calculer la quantité d'énergie. Attention cependant aux signes. Dans le cas de l'eau, par exemple, la température finale est supérieure à la température initiale. On en déduit donc que la quantité d'énergie reçue par l'eau est positive. Dans le cas du caillou, maintenant, la température finale est plus faible que la température initiale. Donc, le caillou a perdu de l'énergie, ce qui se traduit par une quantité d'énergie négative. Les deux relations que nous avons vues dans cette vidéo, la relation qui utilise la chaleur latente de fusion LF, qui va être utilisée uniquement dans le cas des changements d'état, à température constante donc, alors que la relation qui utilise la capacité thermique massique, petit c, sera utilisée uniquement dans le cas d'une modification de température. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.